Jean-Yves Camus, bonsoir. Vous êtes directeur de l'Observatoire des radicalités politiques, spécialiste de l'extrême droite. Alors c'est une première. Le Front National aujourd'hui ne célébrera pas Jeanne d'Arc dans le quartier de l'Opéra à Paris, mais à Cannes, dans les Alpes-Maritimes. Pourquoi cette délocalisation, Jean-Yves Camus? Le Front National avait fait le tour de la manifestation traditionnelle de Jeanne d'Arc le 1er mai. Marine Le Pen a voulu passer à autre chose. C'était aussi un des moyens de rompre avec l'époque antérieure. Maintenant, pourquoi la délocalisation à Nice? Écoutez, logistiquement, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Nice, pour rassembler les alliés européens, c'est aussi sur une terre traditionnellement acquise à LR, où on a souvent dit que LR, localement, était un peu musclé, un peu plus à droite. Un peu tendance Front National, oui. Et c'est aussi un signal. C'est aussi un signal donné à LR qui consiste à dire vous ne nous aurez pas comme ça. Alors, peut-être que ce sont des mauvaises langues, mais certains disent que Marine Le Pen a toujours une relation compliquée avec son père et que c'est vrai que Jeanne d'Arc à l'Opéra, à chaque fois on voit Jean-Marie Le Pen. Est-ce que ce n'était pas une façon de s'éloigner de son père? Est-ce qu'au fond, cette relation fille-père, on en parle peu, mais est-ce que ce n'est pas l'éléphant, comme on dit, au milieu du salon, dans ce parti politique du Front National? Moi, je ne me prononce pas sur la relation fille-père, je ne la connais pas. Mais politiquement, une chose est certaine. La première, c'est que l'ère Jean-Marie Le Pen est terminée. Jean-Marie Le Pen aura 90 ans au mois de juin. Et puis la seconde chose, c'est qu'entre le père et la fille, il y a des différences, voire des divergences idéologiques qui sont réelles. C'est d'ailleurs pas la même génération, c'est pas le même vécu. Ils ne parlent pas la même France. D'accord. Alors donc, Marine Le Pen était ce matin à Cannes pour elle a déposé des fleurs au pied de la statue de Jeanne d'Arc, et parce que ce soir elle est à Nice où elle va organiser une fête des nations et des libertés. C'est quoi cette fête des nations et des libertés qu'elle va organiser à Nice? Alors cette fête des nations, c'est l'occasion pour le Front National de présenter en quelque sorte le type d'Europe rêvée, qui est non pas l'Europe fédérale, l'Europe de davantage d'intégration, mais celle du retour à la souveraineté nationale. Parce qu'elle a invité les patrons de tous les partis populistes d'Europe, que ce soit donc les populistes de Pologne, de République tchèque, de Hongrie. Elle voulait également inviter celui d'Italie, de la Ligue du Nord. Alors lui, il est retenu par son statut de peut-être futur Premier ministre. Mais il n'y a pas tous les partis populistes d'Europe, loin s'en faut. Pour certains, je pense aux populistes scandinaves, le Front National reste quand même un parti avec lequel ils ne veulent pas s'allier. Les Hongrois de Jobbik, c'est autre chose, c'est Marine Le Pen qui ne veut pas les voir, donc ils sont absents. Et puis les alliés que Marine Le Pen présente aujourd'hui à Nice sont de forces très variables, entre d'un côté la Ligue du Nord et le FPO, qui sont en situation de diriger le pays ou de participer à la direction d'un pays, et puis de l'autre le petit parti grec Neadexia, qui est une entreprise personnelle, sans beaucoup d'impact politique. Ça ne fait pas nécessairement une majorité au Parlement européen, ni même un groupe très fort, mais l'année prochaine, il n'y aura pas de députés eurosceptiques britanniques, puisque les Britanniques sortent de l'Europe. Donc il va y avoir une grande recomposition de l'ensemble de la mouvance eurosceptique de droite, et c'est de cela dont Marine Le Pen espère tirer profit. Alors justement, vous le disiez quand même, Marine Le Pen espère que l'Europe est à un tournant et que les eurosceptiques vont devenir majoritaires. On écoute Marine Le Pen, c'était tout à l'heure à Cannes. J'ai souhaité qu'avec une grande partie de nos alliés européens, ceux qui participent déjà du groupe au Parlement européen, mais aussi des nouveaux partenaires, nous puissions avoir cette journée de travail, cette journée d'échange pour poser les premières pierres de cette union des nations européennes qui, évidemment, je le souhaite, va remplacer l'Union européenne. Mais ces idées, quand même, on le vend en poupe en Europe. Vous ne les voyez pas devenir, vous ne voyez pas les eurosceptiques devenir majoritaires au Parlement européen l'année prochaine? Ça dépend de quel eurosceptique on parle. Parce que vous avez d'un côté des eurosceptiques, ceux de M. Orban, par exemple, qui siègent au sein du PPE et qui, à mon avis, n'en sortiront pas. Parce qu'en termes de crédibilité... Il est dans le même parti que les Républicains. Il est dans le même parti, non seulement que les Républicains, mais que Mme Merkel, ce qui est quand même une performance. Et puis, il y a les conservateurs polonais de M. Kaczynski, qui eux aussi vont devoir se repositionner parce qu'ils siègent actuellement avec les conservateurs britanniques. Plus de conservateurs britanniques, une question pour les Polonais, où vont-ils aller? Ils n'iront pas avec Marine Le Pen.
Et puis il y a aussi un autre problème, c'est que les eurosceptiques sont divisés. Il y a les eurosceptiques de droite, mais il y a aussi les eurosceptiques de gauche. Une partie de la gauche radicale, je pense à la France insoumise, à Podemos en Espagne, à Die Linke en Allemagne, qui eux aussi vont sans doute sortir renforcés des élections de 2019. Donc une majorité eurosceptique, pourquoi pas, ça me semble improbable, mais en tout cas un grand bond en avant, sauf que ces gens représentent clairement deux familles politiques très distinctes. Alors, on va revenir sur Marine Le Pen, qu'on a dit abîmée après son débat de l'entre-deux tours l'an dernier. Il n'empêche, sondage IFOP pour Paris Match, si le premier tour avait lieu demain, Marine Le Pen aurait 23% dès le premier tour, c'est-à-dire qu'elle améliorerait son score par rapport à l'an dernier. Il vous a surpris ce sondage ? Non, parce que ça fait très exactement 30 ans qu'avant chaque élection, j'entends dire que le Front National va gagner et que le soir de l'élection, lâche soulagement. Et non seulement il a perdu, mais encore il est sur le point de définitivement disparaître, ou quasiment. Tout ça n'est pas raisonnable. Marine Le Pen a perdu largement l'élection présidentielle. Le mode de scrutin n'a pas favorisé le Front National aux élections législatives, mais perdre une élection présidentielle avec 33% et 10,5 millions d'électeurs, c'est quand même avoir un socle assez solide, c'est avoir un capital. Donc elle peut espérer, à bon droit, dans un scrutin européen où elle incarne la forme la plus tranchée d'opposition à l'Union européenne, à droite en tout cas, dans un scrutin aussi qui lui est traditionnellement favorable, elle peut espérer tirer son épingle de jeu. Ça ne préjuge rien pour les échéances électorales ultérieures, mais en 2019, en tout cas, ça peut marcher. D'accord, mais vous n'avez pas ressenti ce blues presque personnel chez Marine Le Pen post-présidentielle, non ? Il n'y a pas un... Si, parce que c'est jamais agréable de s'apercevoir qu'on s'est planté dans le débat décisif de l'entre-deux tours. Mais elle n'est pas abîmée, son capital politique n'est pas atteint. Première remarque, pour que son capital politique soit véritablement atteint, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui se pose en concurrent ou en concurrente. Or, au Congrès de Lille, elle était seule candidate à sa succession et elle a gagné. Alors, le fait majeur depuis la fin de la présidentielle, c'est l'éviction de Florian Philippot. Est-ce que ça a changé quelque chose, d'abord sur la ligne politique, évidemment, du Front National, qui maintenant ne parle plus d'abandon de l'euro ou de souveraineté, on en parle moins. Oui, ça a permis effectivement à Marine Le Pen de réussir ce tournant consistant à lâcher le Frexit dur, parce que c'était un thème anxiogène, y compris au sein de son électorat, et de se recentrer sur ce qui, à mon avis, va faire le Front National des années à venir, comme de ses alliés européens, c'est-à-dire la question de l'immigration et celle de l'identité. D'accord. Donc, contrairement à ce qu'on a pu dire, l'éviction de Florian Philippot ne correspond pas à un rétrécissement de la base du Front National. On dit un peu, le FN, il a perdu sa jambe gauche, vous voyez, c'est le Front National du Nord. On verra aux élections européennes, mais Florian Philippot aura du mal, même sur la ligne qui est la sienne, et qui est assez claire, à garder les 3 sièges de députés européens dont il dispose actuellement. Ce sera pour lui un test... C'est pouvoir continuer ou devoir s'arrêter. Vous lui voyez un avenir à la Maigret. On a l'impression que c'est difficile de quitter la maison Front National, que c'est une marque qui reste forte et quand on croit pouvoir mener sa petite boutique, on n'y arrive pas. C'est pas vraiment un avenir à la Maigret, parce que Florian Philippot avait, au sein du Front National, et a encore une ligne politique qui est assez claire, qui est assez cohérente, qui consiste à dire, si jamais on ne regagne pas notre souveraineté, bon, tout le reste, ça vient en second. Mais pour autant, il n'est pas parti avec énormément de monde quand on compare à Bruno Maigret en 1998. D'accord. Mais ce Front National qui est recentré sur les thèmes de l'immigration, qui va peut-être mettre en sourdine, alors c'est une question que je vous pose, tout le thème sur l'antilibéralisme, etc., le thème économique, donc il va peut-être moins... Non, parce que la question est, si c'est pour parler d'immigration et des valeurs de droite, est-ce que l'électorat ne va pas carrément préférer Marion Maréchal Le Pen, qui a incarné depuis le début cette ligne franche? Est-ce qu'elle n'est pas en embuscade, voilà, derrière ce recentrage? Si, mais tant qu'elle n'est pas revenue, tant qu'elle n'est candidate à rien, on peut bien préférer sa ligne à celle de sa tante, ça n'est pas elle qui tirera la liste. Donc Marion Maréchal se positionne pour, à mon avis, plus tard. Elle a d'abord un projet professionnel à réaliser. 2022, non? Alors 2022 avant ou 2022 après? Voilà, c'est ça la vraie question. C'est est-ce qu'elle voudra porter les couleurs du parti en 2022 ou est-ce qu'elle attendra qu'une nouvelle défaite aux élections présidentielles la mette véritablement en position de force? Merci beaucoup Jean-Yves Camus, donc directeur de l'Observatoire des radicalités politiques, d'être venu nous commenter ce premier mai du Front National, non pas au quartier de l'Opéra à Paris, mais à Cannes. Tout de suite, Caroline Roux, c'est dans l'air, qui revient sur les manifestations du 1er mai dans toute la France avec déjà des scènes de violence à Paris, des manifestations en ordre divisé avec une CGT et une nouvelle tête aussi à Force ouvrière. C'est tout de suite, c'est dans l'air, Caroline Roux.